Alors, je pense que je vais peut-être faire un rappel. On arrive vers la fin de notre pause, donc progressivement, si vous m'entendez à travers vos micros d'ordinateur, il est temps de reprendre. Et je céderai la parole à William Beauchemin, qui va animer et présenter ce prochain panel et nos panélistes. Ton micro n'est pas encore allumé, William. On a encore un petit souci technique. Visiblement, le micro de William lui faisait défaut. Donc, vous avez encore 1 minute pour vous étirer. Bonjour. Donc, on m'entend, parfait. Désolé du petit contretemps. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle William Beauchemin. Je suis chercheur et médiateur à Execo. Je vais animer le panel, ce deuxième panel. Merci à vous de vous joindre à nous donc pour ce panel qui s'appelle Regard sur la gouvernance, la démocratie et le politique, qui va davantage chercher finalement justement le regard de chercheurs sur les questions. On a eu la chance d'avoir des acteurs dans différents milieux, différents contextes. Tournons-nous vers le regard maintenant de chercheurs. Et on a deux panélistes donc ce matin pour ce panel. On a M. Juan Luis Klein et M. Christian Poirier. Donc, je vais commencer par présenter M. Klein pour un premier petit panel de 10 minutes, une première présentation. Alors, Juan Luis Klein est professeur titulaire au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal et membre du Centre de recherche sur les innovations sociales de crise. Ses enseignements et travaux portent sur la géographie socio-économique, l'innovation sociale et les nouveaux modèles d'action en développement des territoires, incluant dans le cas présent la culture de proximité. Il est également responsable de la collection Géographie contemporaine auprès de l'Université du Québec. Monsieur Klein, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous cède la parole. Merci. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça s'entend bien? C'est bon. Oui. Alors, merci beaucoup. D'abord, je dois vous dire que j'ai trouvé les trois présentations très intéressantes et d'une certaine façon, je dirais, par leurs différences complémentaires, bien que elles ne portaient pas nécessairement sur le même objet, mais ça nous permet de voir le spectre de situations dans lesquelles on fait intervenir la réflexion sur la part de la culture dans le développement des territoires. Moi, c'est ça ma porte d'entrée, hein, c'est le développement des territoires et comment la culture prend une place dans le développement local, le développement intégré des territoires. Alors, ce que j'ai remarqué, moi, depuis un certain temps, c'est que dans les différents territoires, que ce soit à l'échelle des MRC, que ce soit à l'échelle des villes, des arrondissements, mais aussi des quartiers, des communautés locales, il y a dans l'ensemble de la stratégie de développement un tournant culturel. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on n'incluait pas la culture dans la stratégie de développement des territoires. Et même qu'on considérait, plusieurs considéraient, que c'était, disons, quelque chose qui était laissé à une élite et que ça n'était pas un élément à prendre en considération
pour le développement des vrais problèmes, en fait, les réponses aux vrais problèmes, entre guillemets, qui étaient l'emploi, le développement des activités économiques, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a un tournant et on voit la part de la culture dans le développement des territoires, mais on ne le voit pas uniquement comme une activité culturelle. On le voit aussi comme une activité d'allumage qui permet justement de développer les territoires dans leur ensemble. C'est-à-dire on inclut la culture dans la stratégie intégrée du développement des territoires. Nous, on a développé une approche qui interroge 5 variables, à savoir les actifs, c'est-à-dire les actifs créatifs comme tels, les créateurs comme tels, le leadership, alors qui dirige en fait les actions dans les quartiers et dans quelle mesure les arts et la culture prennent part à ce leadership. Troisième variable, thème, la gouvernance, c'est-à-dire de quelle façon la culture s'inscrit dans le processus général des gouvernes des territoires. La quatrième variable, ce sont les ressources. Et par ressources, on parle des ressources humaines, des ressources physiques, des ressources même construites, hein, y compris l'histoire, même l'histoire. L'histoire est une ressource. La ressource institutionnelle, la ressource organisationnelle qu'on est capable de mobiliser. Et comment on la mobilise? Comment on mobilise ces ressources? Et la cinquième variable qui nous a été indiquée par la recherche elle-même, hein, on ne la considérait pas au départ, c'est l'identité. C'est-à-dire que la culture, d'une certaine façon, façonne les identités collectives, les identités locales, crée le contexte pour que divers types d'acteurs, divers citoyens s'identifient à des orientations, mais pas juste à des orientations, mais à des réalités des quartiers, dans ce qui se traduit par un sentiment d'appartenance intensifié. Alors, la question qui se pose, et là, c'est là que je pousserai, moi, un certain nombre d'éléments qui pourraient être discutés plus tard, et je regrette que je ne pourrai pas participer parce que je dois quitter absolument à 11 heures. J'ai une assemblée après, chez moi, le directeur du département, je ne peux pas manquer mon assemblée, c'est moi qui la dirige. Okay? Alors, la question qui se pose, c'est quoi le territoire? C'est quoi le territoire? Parce qu'on dit la culture comme élément dynamisateur du développement des territoires et l'inclusion de la culture dans les stratégies de développement des territoires. La question est, c'est quoi le territoire? Et il n'y a pas d'une réponse simple. Nous, on a étudié des quartiers à Montréal, en fait, Rosemont-Petite-Patrie, Côte-des-Neiges, le Sud-Ouest. On a étudié aussi des communautés à l'extérieur de Montréal. On travaille beaucoup avec Saint-Camille, qui est un acteur important dans ce domaine, mais aussi Petit-Saguenay, aussi Saint-Michel-de-Bellechasse. Tout ça pour dire, le territoire, en fait, définir le territoire en regard des 5 variables dont j'ai parlé, notamment de l'identité, okay, qui devient un élément fondamental pour ce qui est de la gouvernance et du leadership. Là, ça pose un problème qui varie et les réponses sont diversifiées. Par exemple, à Rosemont-Petite-Patrie, c'est clair, le territoire, c'est carrément l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, même si à l'intérieur de Rosemont-Petite-Patrie, il y a des quartiers. Okay? Clair, Petite-Patrie, ce n'est pas la même chose que le Vieux-Rosemont. Mais il demeure que dans l'ensemble, à cause de la gouvernance qui existe et tout ça, il y a une réalité qui est une réalité territoriale, qui est Rosemont-Petite-Patrie, et qui se traduit par diverses actions. Par contre, dans le Sud-Ouest, ce qu'on a vu, c'est que dans le Sud-Ouest, il n'y a pas une réalité culturelle à part l'histoire qui nous parle du Sud-Ouest. Mais là, c'est des quartiers. Et là, il y a des éléments aussi matériels. Hein.
des réseaux de communication, mais même aussi le canal de la Chine, tout ça qui fait en sorte qu'il y ait une séparation. Si bien que là, c'est des quartiers plus réduits. Et quand on parle, par exemple, des côtes de neige, mais là, on voit qu'il y a des éléments d'une artère qui font en sorte que le haut et le bas sont très, très différents et font intervenir des types d'actions et des types d'instances et d'organismes différents. Alors là, ça, moi, je pense que ça, c'est une question importante. Quelle est l'échelle? Nous, en géographie, on travaille beaucoup avec l'échelle. Quelle est l'échelle appropriée? Et il n'y a pas une seule. C'est ça qui arrive. C'est que pour la gouvernance, il y a plusieurs échelles et chaque échelle s'intéresse à des choses différentes. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une interscalarité entre les échelles pour qu'il y ait une intégration. La deuxième question que je vais lancer, et ça, c'est apparu à peu près dans toutes nos recherches, hein, sauf dans le milieu rural. Dans le milieu rural, c'est différent. Et là, je vois bien le cas des îles de la Madeleine comme représentatif de ce que je veux dire. À Montréal, dans les quartiers, on parle de la créativité, on parle des artistes, on parle de l'intégration des artistes, mais dans les organismes et dans les consultations et les recherches, on ne trouve pas toujours les artistes. Pourquoi? Parce que les artistes, ils ont des problèmes de vie, il faut qu'ils gagnent leur vie. Ils ne peuvent pas participer à des consultations, à des réunions, alors que les gens qui font ça sont payés. Les artistes ne sont pas payés pour participer à ça. Et en plus de ça, ils ont un univers d'action, une échelle, si vous me permettez, qui déborde largement la question du local. Alors, l'artiste est inscrit, on souhaite qu'il soit inscrit dans le local, mais lui, il vise le global. Et là, on a des exemples assez clairs là-dessus. Alors, il y a un appui du local à l'artiste, mais sa production ne peut pas être orientée uniquement vers le local. En tout cas, elle pourrait, mais elle ne l'est pas. Et donc, voilà pour l'artiste. Par ailleurs, il y a les organismes. Les organismes, eux, on parlait de la société civile, c'est quoi? C'est souvent des organisations qui représentent la communauté. Mais les organismes, eux, ils sont intéressés à intégrer l'art, intégrer la créativité comme une corde à un arc qui a déjà plusieurs cordes. Et donc, cette nouvelle corde renforce la capacité des acteurs de produire un dynamisme de développement du quartier. Alors là, il y a, disons, quelque chose à régler et ce n'est pas facile. C'est pas facile. On a vu qu'à Rosemont Petite Patrie, il y avait une réponse assez intéressante là-dessus. Ailleurs, ce n'est pas si évident. Dans les milieux ruraux, c'est très différent. Il y a une intégration très forte chez les artistes qui souvent ont un univers qui est la communauté et dont ils se servent pour rayonner à des échelles différentes. Alors voilà ce que j'ai pour dire. Je ne sais pas, j'avais 10 minutes, je ne sais pas si je les ai pris, je ne sais pas si je les ai dépassés. Oui, c'est parfait. Donc, juste à temps. Merci, merci beaucoup, M. Klein. Très intéressant, le tournant culturel dans les stratégies de développement territorial. Je pense que c'est aussi une très bonne base pour la discussion avec les critères que vous avez donnés. On passerait maintenant la parole à M. Christian Poirier, donc, qui est professeur agrégé à l'Institut national de la recherche scientifique, urbanisation, culture, société. Il est titulaire de la chaire Fernand Dumont sur la culture. Il est membre de l'Observatoire des médiations culturelles et directeur de la collection Monde culturel aux presses de l'Université Laval. Ses recherches portent sur la participation, la citoyenneté et les institutions ou politiques culturelles dans leur dimension identitaire, démocratique et politique. Alors, à toi la parole, Christian. Merci. Merci beaucoup, William. Merci, Johan Louis, de l'invitation et de l'acceptation de participer à notre invitation.
Je suis d'accord avec toi. Les cas qu'on a eu à étudier et qu'on a entendus sont à la fois très singuliers. Ils partagent des points communs. Moi, ce qui me frappe dans ces points communs-là, c'est que chacun des cas nous invite à nous questionner sur le sens des mots, sur le sens des concepts qui sont vraiment au cœur de notre activité ce matin, notamment les concepts de pouvoir, de gouvernance, de démocratie. Effectivement, on a parfois, il y a des images, il y a des stéréotypes qui sont véhiculés concernant les concepts qui deviennent, finalement, qui créent système. C'est un peu dans cette lignée-là que j'ai interprété les trois cas. Chacun s'interroge, bon, un davantage sur la reconnaissance, l'autre sur le partage du pouvoir, un autre sur les intérêts, sur le politique, sur l'action citoyenne. Chacun à sa façon l'amène. Mais c'est finalement, mais qu'est-ce qu'on veut dire par ces concepts-là? Et c'est dans cette lignée-là que j'aimerais poursuivre la réflexion, amener quelques éléments justement de mise en perspective, en démarrant par vraiment une intervention très pertinente de Daniel qui a dit l'intérêt pour qui parle et qui est là comme acteur. Donc l'acteur singulier, et ses intérêts. Et là aussi, on a parfois tendance, je trouve, à dichotomiser entre intérêt particulier, singulier, intérêt général. Et ce qui est soulevé dans l'édification, incluant aussi l'évaluation de projets culturels communs, c'est comment faire cette tension entre le singulier et l'universel, entre la prise en compte de mes identités singulières, de mon identité, de mes revendications, de mes intérêts à moi. L'intérêt, c'est ce qui importe pour un acteur, hein, c'est la définition première, mais en même temps dans une prise en compte de la perspective d'autrui, donc de ce que Hannah Arendt appelle la pluralité des autres acteurs. Et c'est cette tension-là qui est extrêmement difficile. Et là, le défi, il est là, et que ce soit aux îles de la Madeleine ou dans Rosemont Petite Patrie, effectivement, il est incarné très directement. Et si on a une vision, il me semble, différente de l'intérêt, il ne faut pas oublier que l'intérêt, c'est non seulement ce qui m'importe, mais dans son étymologie même aussi, inter-est, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous relie aux autres, c'est ce qui est entre les individus. Et à ce moment-là, on est vraiment dans une autre perspective qui est davantage, comme le disait très bien Daniel, l'intérêt, non seulement pour moi-même, mais l'intérêt pour les autres, artistes pour les autres, étudiants pour les personnes avec certaines problématiques et vice-versa. Et voilà, et donc c'est un renversement, évidemment, un renversement épistémologique, mais un renversement ontologique aussi de nos façons de se percevoir comme acteurs, mais qui découle de qui parle, qui est là, et donc des enjeux de reconnaissance de sa légitimité en tant qu'acteur dans l'espace public et la reconnaissance. Justement, Axel Honneth l'a bien évoqué dans ses travaux, la reconnaissance permet justement une prise d'entrée dans la sphère politique. La reconnaissance permet l'échange, permet la prise de parole. Et sans cette reconnaissance et cette légitimité-là, et on a bien vu que c'est un enjeu majeur aux îles de la Madeleine, dans cette tension entre voilà, organismes et conseils et réseaux des conseils de la culture au Québec. Mais voilà, Alors, il semble y avoir eu un petit problème. Désolé pour l'interruption, désolé surtout à Christian. Donc, laissez-nous quelques instants pour que les gens reviennent et on va laisser Christian reprendre la balle. Alors, donc, encore une fois, il semble y avoir un petit pépin. Donc, on va juste laisser tout le monde revenir à la salle principale et ensuite reprendre. Alors, en attendant que nos collègues reviennent, je comble aussi un peu le vide en vous parlant, là, ce petit pépin. Mais donc, on va simplement attendre que les gens reviennent des salles où ils ont été et elles ont été envoyés.
Ça ne devrait pas être trop long. Je vois que peu à peu, donc, nos collègues reviennent dans cette salle-ci. Donc, on en est à peu près à la moitié, donc ça ne devrait pas, encore une fois, être trop long. C'est vraiment une interruption qui est bien involontaire de notre part. Voilà. Alors, sous peu, on va pouvoir recommencer. Alors, Christian, je vois que tu étais de retour. Laisse-moi te partager nos excuses pour l'interruption. Donc, il y a eu un petit break, une petite division en sous-groupe. Je te laisserai, si tu veux bien, reprendre ton intervention. Encore une fois, désolé de l'interruption. Ton micro, s'il te plaît. Il faudrait que tu actives ton micro, par contre. Oui, donc je vais reprendre. Je ne sais pas trop où ça a coupé. Quelques personnes me disaient qu'elles m'entendaient, d'autres non, mais bon. Enfin bref, je parlais de l'acteur, je parlais de l'acteur inséré dans une structure organisationnelle, donc avec cet autre paradoxe, évidemment, de la réalisation des intérêts, la prise en compte des intérêts des autres nécessite un collectif, donc nécessite une structure minimale, qu'elle prenne la forme d'un parti politique ou d'une communauté de pratique virtuelle ou d'un collectif citoyen. Il y a une structure qui est à la fois contraignante, mais qui est également habilitante. Et le défi est bien de, nous dit notamment Eisenstadt, est bien d'arrimer à voir les différentes perspectives individuelles, singulières, dans un construit collectif qui est justement autre chose que simplement la dilution des revendications spécifiques, mais qui est vraiment la prise en compte de la pluralité des façons, des points de vue, des façons de concevoir un même problème, une même thématique. Et là, on rentre dans des dynamiques qui sont celles de compromis et non pas de consensus, mais vraiment d'édification de compromis, de négociation, d'échange. Et là, on est dans une image beaucoup plus politique dans le sens plein du terme, plutôt que d'addition, d'agrégation, qui, dans la plupart des cas, nous révèlent les terrains de chercheurs et autres, en fait, très souvent, assez fréquemment, peuvent tomber dans des phénomènes, des structures oligarchiques, de domination, de monopolisation de certains intérêts au nom d'autres. Voilà, donc le défi, là-dessus aussi, il est très démocratique, hein, dans le sens de cette prise en compte et cette construction collective. Donc, ce n'est pas simple, mais ça demande, je crois, sur le plan de la conception, une autre façon de concevoir le rôle des acteurs, le rôle aussi des intérêts dans des dynamiques politiques. Ce qui m'amène au troisième élément important, c'est ces façons de concevoir l'organisation et l'intégration des acteurs bien nécessitent voilà, une réflexion sur le pouvoir. Qu'est-ce que c'est le pouvoir? Ben, je crois qu'on peut très, très sommairement essayer de distinguer trois conceptions. Encore là, certaines sont encore très véhiculées aujourd'hui, très dominantes même, je dirais. Soit une conception qu'on pourrait qualifier d'abstraite, le pouvoir comme abstraction. On dit le pouvoir. Donc là, c'est vraiment une sorte d'universalité sans appartenance, alors que le pouvoir, au contraire, il est très concret, il est réel. Le pouvoir, il est social, il est en société. Deuxième conception, le pouvoir comme substance, c'est le pouvoir comme possession. J'ai du pouvoir, j'exerce du pouvoir, ou je prends le pouvoir, ou j'ai du pouvoir sur toi. Là aussi, les médias reprennent abondamment, ou certains médias reprennent abondamment cette image. Mais je crois beaucoup plus intéressant d'envisager, et c'est ce que j'ai entendu dans les trois cas qu'on voit depuis ce matin, c'est le pouvoir comme relation, comme mise en relation. Et là, on voit, pour celles et ceux qui s'intéressent ici ce matin, évidemment, à la médiation culturelle. La médiation culturelle, fondamentalement, est mise en relation d'acteurs. Et le pouvoir comme mise en relation, là, on tombe aussi dans une autre perspective. On tombe dans une perspective, justement, qui reconnaît la pluralité des acteurs, qui reconnaît aussi que, bien entendu, on est dans des sociétés structurées, hiérarchisées, inégalitaires, avec des enjeux de reconnaissance identitaire, de marginalisation, de défis d'inclusion, ça a été nommé tout à l'heure, mais en même temps, de possibilités d'action aussi
par cette reconnaissance du pouvoir comme mise en relation entre différents individus. Et à ce moment-là, on tombe dans une autre perspective de simplement, plutôt dichotomique, de j'ai ou je n'ai pas du pouvoir, si le pouvoir est mis en relation. Et ici, vraiment, j'emprunte fortement à Hannah Arendt encore une fois. Pour Arendt, le pouvoir, il n'est pas individuel, il est fondamentalement commun. Il est construit par l'agir collectif. Et donc, sous cette perspective-là, le pouvoir est nécessairement construit par l'agir collectif, quel qu'il soit, et quelle que soit la nature du projet culturel dans lequel on est partie prenante. Donc, ça implique des défis majeurs pour les acteurs qui sont partie prenante de décentrement, de mise de côté, oui, de leur intérêt strictement particulier pour envisager le collectif dans le sens plein du terme. Donc, les conditions, d'ailleurs, Arendt là-dessus était relativement pessimistes et sont rarement réunies pour incarner concrètement ce qu'elle appelle la police, c'est-à-dire cet agir collectif, cette organisation collective qui permet aux acteurs à la fois de prendre la parole, mais d'agir aussi collectivement. Mais elle est tout à fait possible si, justement, on a une autre perspective, non seulement de l'acteur, de ses intérêts, mais aussi des façons de concevoir le pouvoir. Et évidemment, Johann Wyss l'a mentionné, ces façons de concevoir le pouvoir, de mise en relation, bien s'incarnent par et Daniel l'a bien évoqué, par des tentatives, par toute une série de projets de démocratie participative, de gouvernance participative, qui incarnent eux-mêmes, je dirais, ces tensions entre participation, mais aussi pluralité des acteurs qui sont partie prenante. Et là-dessus, il y a un auteur que j'apprécie bien, qui est Fong, qui mentionne justement, il a développé ce qu'il appelle le cube démocratique et pour un peu souligner ces possibilités en même temps que limites de la gouvernance démocratique. En gros, il y a 3 dimensions importantes pour Fong. Qui participe, donc qui est partie prenante dans un projet ou sur une thématique donnée, une consultation, etc. Comment se fait la participation? Est-ce que les individus sont là uniquement pour écouter ou également pour exprimer leurs préférences ou pour co-construire des préférences et des solutions collectives? Et ensuite, 3e élément très important, l'arrimage entre ces processus-là, incluant le qui participe et la prise de décision effective en bout de course. Et au regard de ça, on a là une grille pour interpréter les situations concrètes et ça traduit bien cette idée de mise en commun de Hannah Arendt. Ce qui m'amène au dernier point, et je vais conclure là-dessus, évidemment la question du politique. Le politique est central derrière ça. Daniel a bien utilisé le politique et pour distinguer de la politique dans le sens d'activités partisanes, la lutte, la compétition électorale, etc., le gouvernement. Le politique, effectivement, c'est la prise en compte de la pluralité des acteurs qui entrent nécessairement en situation de rapport de force, en situation de conflit. On ne peut parler de conflit aujourd'hui, sauf dans certains cas, mais le conflit fait partie prenante du politique et le conflit justement permet de dialoguer, permet l'échange politique. Mais voilà, on entre dans une relation plus ou moins conflictuelle dont on souhaite évidemment se sortir collectivement, mais on entre quand même en relation et le politique traduit donc cette conciliation entre pluralité et tentative provisoire plus ou moins réussie de conciliation, d'agrégation et surtout de construction à partir des différents intérêts, mais dans l'optique de l'édification d'un monde commun qui est autre chose justement qu'une simple addition d'intérêts individuels ou l'imposition dans plusieurs phénomènes de domination d'une vérité horizontale plus transcendante. Donc, il y a des défis énormes qui sont bien illustrés par nos 3 cas. Et moi, je serais porté à dire, mais rappelons-nous justement cette visée de la médiation culturelle qui est fondamentalement la mise en relation des différentes perspectives. Et je crois que très concrètement, là, il y a un défi, mais on touche vraiment la portée politique ici de la médiation dans le sens large du terme. Et nos 3 cas, je crois, l'illustrent bien. Chacun à un niveau davantage reconnaissance dans l'un, le qui, légitimité, davantage le pouvoir dans l'autre et relation aussi, perspective citoyenne dans le 3e. Donc, je m'arrête là-dessus. C'était des pistes pour, bien entendu, c'était notre rôle, Johann Wyss et moi, pour alimenter la discussion.
Merci, William. Un grand merci, Christian. Je pense que l'éclairage plus conceptuel que tu viens d'amener sur des concepts de fond est important. L'idée, finalement, de la politique, de la gouvernance partagée comme étant la capacité à agir ensemble dans un contexte de pluralité, ça semble aussi essentiel aux discussions qu'on a aujourd'hui. Il y a déjà quelques questions dans le chat, donc je vais vous lancer à vous deux, à nos panélistes. Je vais vous lancer les deux que j'ai déjà pour vous laisser rebondir sur celles que vous préférez finalement. La première, c'est selon vous, qui sont les acteurs et actrices qui finalement détiennent le pouvoir dans les milieux culturels? Pour qui est-ce que finalement, pour le dire un peu à la manière dont on parlait, Christian, pour qui finalement il y a le risque que les intérêts singuliers empêchent le décentrement ou viennent peut-être le bloquer? Et également, une autre question que je vous lance, vous avez parlé de politique, donc qui vient, la première question venait d'Ève Lamoureux, cette question vient de Claude Philippe Nolin. Donc, vous parlez de politique, mais est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt d'idéologie, d'adhésion volontaire ou contrainte à un mythe unificateur quand on est dans des projets culturels? Donc, quelle est la part de l'idéologie dans la construction des projets culturels? Je vous laisserai donc rebondir un peu comme bon vous semble sur ces questions-là. Est-ce que l'un de vous deux voudrait... Je laisserai peut-être M. Klein commencer, puis, si ça vous convient. Oui, d'accord. Alors, évidemment, c'est toutes des questions très importantes hein, auxquelles on peut donner des réponses, comment dirais-je, théoriques, mais qui demeurent comme des guides, parce que dans la réalité, les situations varient, les situations changent, et les agencements d'acteurs relèvent, comme Christian le disait très bien, des conflits d'abord, des négociations et des compromis. Et c'est là toute la question. Il y a des milieux qui facilitent les compromis, en fait, qui facilitent la négociation et les compromis, alors qu'il y a des milieux qui ne les facilitent pas. On a parlé de Verdun comme étant un quartier culturel à construire ou en construction. Laissez-moi vous dire qu'il y a 20 ans, avec le docteur Cailleux, puis ce qui se passait à Verdun, mais et la gouvernance qui existait à Verdun, mais ça ne facilitait pas beaucoup la négociation et la construction d'une identité. En fait, si, il y avait une identité commune, mais elle n'était pas négociée. Alors qu'aujourd'hui, à Verdun, il y a une situation nouvelle, mais il y a aussi un problème assez délicat, c'est la gentrification. Et même Verdun, aujourd'hui, il y a plusieurs réalités. Il n'y a pas qu'une réalité, il y a plusieurs réalités. Alors, est-ce qu'on va pouvoir établir un quartier culturel à Verdun ou est-ce qu'il ne faudrait pas établir divers quartiers culturels ou plutôt travailler avec une culture citoyenne, une culture de proximité qui délimite des périmètres, qui délimite des espaces culturels, qui s'inscrivent dans une politique plus globale et tout ça. Je suis d'accord. Alors tout ça pour dire, la réalité diffère et elle relève un peu du passé, des traditions historiques, il y a ce qu'on appelle le path dependency, c'est les trajectoires, mais il y a aussi des approches politiques, des approches et même individuelles qui font en sorte que dans certains cas, on est plus ouvert, dans d'autres cas, on l'est moins, et aussi, dans certains cas, on est plus perméable à l'innovation finalement, à la créativité, à la création, alors que dans d'autres cas, on l'est moins et on continue à tabler sur disons, stratégies les plus importantes. Mais moi, je dirais qu'il y a un élément qui doit guider la chose. Et là, c'est vraiment, là, je sors de la question culturelle pour placer un élément qui est crucial
dans le développement des territoires à l'heure de la transition sociale et écologique dans laquelle nous trouvons. C'est l'approche des milieux de vie. C'est que quand on développe des territoires aujourd'hui, on ne développe pas des cadres de planification, on développe des milieux de vie. Et le milieu de vie, il y a quelqu'un qui parlait des communs culturels, mais des communs de n'importe quoi. Mais les communs, ce qui est important, c'est l'usage. C'est l'usage qui détermine la gouvernance des communs. Or, les milieux de vie, l'usage des milieux de vie, c'est la vie. C'est qu'on y vit. On vit dans les milieux de vie, c'est ça l'usage. Et c'est dans la mesure où on inclut toutes les dimensions, y compris les dimensions culturelles qui sont essentielles à la vie. Mais évidemment, on crée des contextes qui facilitent la construction des milieux qui favorisent le développement intégral et les dimensions économiques, sociales, écologiques et culturelles du territoire. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est ça que les questions m'ont indiqué finalement. Merci. Christian, je te laisse aussi rebondir. Oui, les deux questions sont extrêmement intéressantes, très pertinentes, parce que la première, qui a du pouvoir dans le champ culturel, l'écosystème culturel actuellement? Bon, très précisément, de façon très prudente, je ne répondrai pas, évidemment, mais quand même, ça permet de pointer l'importance d'être partie prenante dans la discussion politique. Et un des défis actuellement à l'ère du numérique, c'est qu'il y a une série d'acteurs qui ne sont pas justement autour de la table, qui ne sont pas partie prenante justement du débat politique, donc de l'arène politique. Et c'est là qu'il y a une difficulté de prise en commun, encore une fois, sur des questions communes, alors que des acteurs, des entreprises privées, pour ne pas les nommer, ne sont pas partie prenante dans l'ensemble des débats très concrets que l'on a comme nous, comme acteurs au Québec ici. Par exemple, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais donc une sortie du politique de la part de ces acteurs-là et qui amène effectivement des problèmes majeurs de dialogue, de reconnaissance, de légitimité de ce que l'on est comme acteur et donc des problèmes politiques réels. Donc, on est vraiment ici dans une sortie. Mark Warren aussi, qui a beaucoup réfléchi sur ces questions de politique et démocratie. Warren disait on est en dehors, littéralement ici, du politique. Et que ce soit la mondialisation, la judiciarisation, en fait, l'économicisation aussi de certains pans culturels, voilà, nous sort du politique, c'est-à-dire d'une appréhension politique du champ culturel, alors que la discussion qu'on a depuis ce matin, c'est justement sur mais en quoi il est pertinent de ramener ou d'amener le politique dans le champ culturel, parce que justement, ça permet de mettre les acteurs ensemble, de discuter ensemble et non seulement de connaître les positions des autres, mais aussi d'agir collectivement et de structurer des projets collectifs, quelle que soit l'échelle territoriale. Donc, il y a une série de facteurs qui font que cette dynamique politique-là, elle est remise en question par différentes voies. La deuxième question, elle est quelque part très liée à la précédente, parce que l'idéologie, qu'on appelle aujourd'hui autrement, mais quand même, ce que l'idéologie nous dit, c'est que le monde, il est construit, il se construit de façon discursive, il se construit par l'interprétation que les acteurs donnent de leur situation. Si on élargit vraiment l'idéologie dans son sens le plus large du terme, sans aller dans des distinctions évidemment entre idéologie dominante, etc., mais c'est quand même, l'idéologie nous pointe que les visions du monde, les représentations du monde sont extrêmement importantes en société. L'acteur, voilà, n'est pas un atome, n'est pas un être totalement et entièrement rationnel ou totalement pourvu d'une rationalité qui ne serait que strictement économique, par exemple. Voilà, il est complexe, il interprète le monde d'une certaine façon et dans tout projet culturel, il y a des valeurs, il y a des idées qui sont
évidemment porteuses du projet. Un projet, c'est une combinaison de quoi? Une combinaison de valeurs, une combinaison de connaissances diverses mises en commun justement concernant la thématique donnée, et donc d'intelligence singulière concernant une situation commune, et de pratique, c'est-à-dire d'action, de pistes concrètes. C'est la combinaison de ces trois éléments: valeurs, connaissances, tacites, expertes et citoyennes et autres, et puis action. Donc, s'il manque les valeurs, s'il manque les idéologies, s'il manque, peu importe comment on nomme ça, mais voilà ce vers quoi on veut, l'idéal qu'on a, et même s'il est à une échelle, peu importe l'échelle, ben voilà, c'est extrêmement important. Donc, ça aussi, la mise de côté des valeurs, la mise de côté des idées, je dirais, bien, concourt à une vision managériale, abstraite, de la gestion des collectifs et de la gestion des projets culturels. Et là aussi, c'est une autre tendance à la bureaucratisation, abstraction, peu importe comment on la nomme aujourd'hui, mais une tendance forte qui nous sort. Et là, je rejoins plutôt Bernard Crick dans un ouvrage fondamental à mes yeux, In Defense of Politics, qui nous sort du politique, justement. Un grand merci, Christian Poirier, Juan Luis Klein, pour ces éclairages très, très utiles. Il y a aussi des discussions qui ont été un peu parties dans le chat sur la question du sentiment d'appartenance, comment la gouvernance partagée encourage le sentiment d'appartenance. Je ne vous relancerai pas là-dessus tout de suite parce qu'on arrive à la fin de la période de temps consacrée aux questions, mais je pense que c'est vraiment des bonnes pistes en fait pour les ateliers qu'on va avoir en sous-groupe juste après une petite pause. Je vais vous expliquer avant la pause en quoi vont consister les ateliers. Mais vraiment, tout d'abord, merci à vous deux et merci aussi aux trois panélistes plus tôt ce matin. On n'entend pas les applaudissements en Zoom, c'est malheureux, mais ça résonne, vous en faites pas. Alors, effectivement, on va aller, pour ceux et celles qui peuvent rester avec nous, on va aller en atelier au retour de la pause à 11h environ et 5. Les ateliers, on va se diviser en sous-groupes comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci de manière volontaire. On va vous inviter donc à rester connectés, des groupes d'environ 10-12 personnes. Ce qu'on vous invite à faire, c'est tout d'abord donc de faire un petit tour de table, de vous présenter, d'avoir une personne qui prend en charge peut-être de prendre des notes pour votre groupe. Ce qu'on aimerait inviter chaque groupe à faire, c'est d'essayer d'identifier certains constats à partir de vos expériences dans des projets collectifs, certains constats quant à l'état de la gouvernance culturelle au Québec. Donc, est-ce que, à partir de nos expériences collectives, est-ce qu'on peut dégager des constats, que ce soit des tendances, des tensions, des contradictions, des voies d'opportunités à saisir ou à privilégier. Donc, on va vous inviter vraiment à discuter pour essayer d'identifier ces constats-là. Il y a un guide d'animation qui va vous être envoyé dans le chat par Noémie. Et on vous demande donc de simplement les écrire en une phrase, chacun de ces constats-là. Et nous, ça va nous être très utile pour finalement essayer de ces discussions de faire ressortir l'essentiel. Encore une fois, ça risque de durer environ 45 minutes. Il risque d'avoir notamment Ève Lamoureux, peut-être d'autres qui vont se promener d'une salle à l'autre pour écouter, être à l'affût, donner de l'appui s'il y a des questions qui émergent également. On vous invite donc à vous présenter bien chaleureusement, mais quand même succinctement. Voilà, donc on vous invite à prendre le guide d'animation, à le regarder et à ouvrir vos caméras à 11h05, donc dans 10 minutes, en sous-groupe. Restez connectés s'il vous plaît, sinon on ne pourra pas vous mettre en sous-groupe pendant la pause. Donc, et à 11h05, on se retrouve en petite discussion en sous-groupe. Et à 11h50, on va revenir en grand groupe pour avoir un petit mot de la fin de la part d'Ève Lamoureux. Il n'y aura pas de grand partage collectif parce que ça prend un peu trop de temps. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de prendre des notes et d'essayer d'avoir 3 phrases clés. Merci encore une fois tout le monde. On se retrouve en sous-groupe dans 10 minutes. Alors, à tout de suite. Bon, je pense qu'on est pas mal tous et toutes revenus. Alors, je vais y aller pour le mot de la fin. Ok. Et déjà, merci beaucoup à
à tous les participants et toutes les participantes qui se sont prêtés au jeu de se faire expulser dans des salles, se faire ramener dans d'autres salles. Désolée pour les désagréments techniques. On est tous et toutes aux prises avec ces nouvelles réalités et parfois avec l'urgence de devoir réagir très rapidement. Oups. Ah, Eve, tu partages ton écran. Voilà, merci d'illustrer mon point. C'était la preuve par l'exemple, c'était parfait. Merci beaucoup, je vous vois rire en silence, c'est très étrange. Donc, plus sérieusement sur la conclusion de notre journée. Merci Gabriela Gabriela Molina, qui est coordinatrice de l'OMEC et qui a été, comme Eve le disait en introduction, sur tous les fronts et qui a dû avoir quelques frayeurs ce matin en voyant que les liens ne marchaient pas. Merci d'avoir été là, si nombreux et si nombreuses, à ce séminaire police sur le partage des pouvoirs en culture, dans les projets culturels. J'espère que les discussions dans les sous-groupes de chacun et chacune ont été aussi fécondes que dans le nôtre. Dans la petite fiche que vous avez reçue, donc dans le guide des participants, vous avez en troisième, sous le libellé troisième étape, l'adresse courriel à qui vous pouvez envoyer le canevas rempli. Donc vous verrez à cet endroit-ci, vous avez l'adresse de Gabriela Molina, justement la coordinatrice de l'OMEC, qui prendra vos conclusions et les mettront sur le site internet, de sorte que si vous voulez savoir ce qui s'est dit sur dans les autres sous-groupes, si vous voulez avoir connaissance même de la synthèse de vos discussions, vous pourrez y accéder directement sur notre site, donc au www.ucs.inrs.ca. Je vais remercier aussi tous nos panélistes qui ont été là aujourd'hui. Je l'ai dit, il y avait certaines personnes qui ont dû conjuguer leur réunion de département avec un séminaire. Il y a des personnes qui devaient conjuguer des situations de crise dans leur milieu professionnel liées aux nouvelles mesures sanitaires et qui ont été tout de même présentes. Merci infiniment d'avoir été là malgré tout et d'avoir été aussi généreux dans votre temps. Merci au comité d'organisation, Christian Poirier, William Beauchemin, Eve Lamoureux, qui ont été les têtes pensantes derrière tout ça. Et puis Eve Lamoureux, qui est directrice de l'Axe Police, lancer le bal de nos événements de l'OMEC cette année. Il y aura d'autres événements, dont une communauté de pratique pour l'axe de recherche Topos, qui aura lieu en décembre. Donc, restez à l'affût de nos actualités sur le site internet de l'OMEC que je vous ai cité précédemment, mais également sur nos réseaux sociaux. L'OMEC est sur Facebook et Twitter et nous y relayons nos événements. Et puis, sachez aussi que l'OMEC dispose d'un réseau étudiant. Donc, le réseau étudiant accueille professionnels et jeunes chercheurs qui sont intéressés par la médiation culturelle et le programme de bourse est actuellement ouvert pour les étudiants. Voilà. Pour ma part, je n'ai plus rien à ajouter. Si ce n'est... Je peux peut-être, Noémie, si je devais faire une synthèse, vous comprenez que, il reste 2 minutes et 2, j'ai jamais vraiment cru à la possibilité de pouvoir faire une synthèse des ateliers, d'autant plus que je devais pouvoir me promener puis que finalement, j'étais pris dans mon atelier, j'étais très heureuse, c'était fort intéressant. Mais je vous dirais que ce qui me frappe peut-être et toujours, puis c'est pas si étonnant que ça, mais c'est quand même revenu beaucoup aussi dans l'atelier auquel j'ai assisté, c'est le sous-titre, en fait, de la journée aujourd'hui, en fait, de l'avant-midi, c'était démocratie et gouvernance. Et ce qui est clair, c'est que la culture joue un rôle fondamental dans notre société en termes démocratiques. Et c'est sûr que ça implique d'intervenir à la fois, bon, en termes de culture cultivée, mais aussi en termes de
possibilité, en fait, de contrer des enjeux sociaux. Donc, que ça soit de la marginalisation, que ça soit juste d'être plus engagé ou plus impliqué dans un quartier, que ça soit de développer un sentiment d'appartenance, que ça soit à une échelle micro, macro. Donc, les échelles sont extrêmement variées. Et donc, voilà, cette espèce d'omniprésence, mais je le dis extrêmement positif, là, de la culture, qui, par contre, pose aussi son envers. C'est-à-dire que, et on l'a peut-être moins abordé, du moins dans notre atelier, la culture peut contribuer à la société, je vais le dire comme ça pour le dire simplement, mais la culture, ou du moins certains organismes ou certains subventionnaires deviennent aussi des personnes qui sont en position d'autorité, pas des personnes individuelles, mais des personnes morales qui deviennent, qui ont un pouvoir, en fait, sur ce développement culturel local. Et donc, je pense qu'il faut aussi continuer à réfléchir comment sont constitués les organismes, c'est quoi leur structure de gouvernance, quelle est la structure de gouvernance générale aussi du milieu de l'art, parce que ça influe profondément sur le rôle démocratique, entre autres, et pas uniquement, mais le rôle social, socio-politique que la culture peut jouer. Voilà, c'est pas vraiment une synthèse, mais c'est quelques réflexions qui me restent de cet avant-midi et je vraiment merci infiniment de votre participation. Je ne sais pas, Noémie, si je conclue comme ça ou si on a une dernière chose à ajouter. Bon, ben, je vous souhaite une belle journée et merci infiniment.